Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre dans le cadre de votre émission Un homme, un concept, comme je vous ai toujours dit. Dans cette émission, nous essayons d'aller au-delà du sensationnel et d'analyser froidement ce qui se passe dans le pays, ce dans tout le domaine économique, social, mais ces derniers temps et depuis un bon bout de temps, nous nous focalisons sur la politique parce que ça bouge de ce côté-là, parce que beaucoup de choses se passent à ce niveau-là. Du côté de la politique, vous savez, il y a déjà eu ce dialogue de la Cité de l'Union africaine, il y a eu un accord qui a été signé issu de ce dialogue. Le 31 décembre 2016, il y a eu un autre accord issu, cette fois-ci, du dialogue dit de la Saint-Sylvestre autour de la SYNCO. La mise en application, la mise en pratique de ces différents accords traîne ou tarde selon certains. Nous essayons d'analyser les pourquoi. Nous essayons d'analyser les contextes dans lesquels ces différents accords ont été signés dans le cadre de votre émission, Madame, Messieurs. Pour ce soir, retrouvez avec moi un président du parti, le président du parti de Vertu républicaine, quelqu'un qui est un habitué quand même de votre chaîne, mais qui curieusement avait disparu. Donc on a le privilège de retrouver ce soir, Madame, Messieurs, saluez avec moi Moussa Kalema. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame. Meilleurs vœux. Meilleurs vœux surtout à vous et à toute la chaîne. Je crois que c'est les téléspectateurs qui doivent se rejoindre parce que ça fait longtemps quand même. Oui, ça fait longtemps parce que vous n'avez pas voulu, madame, que je revienne sur le plateau de votre chaîne. Aujourd'hui que vous m'avez invité, je suis là. Ok, d'accord, maintenant on va renouer avec les vieilles habitudes que de vous recevoir à chaque fois pour essayer d'analyser avec nous les questions d'actualité ici au pays. Je disais tout à l'heure au début de cette émission, off the record quand même, Moussa Kalema toujours dans la majorité. Bien entendu, madame, Moussa Kalema c'est quelqu'un de constant, c'est quelqu'un de constructif, c'est quelqu'un qui a un idéal et donc il ne change pas d'un jour au lendemain. J'ai toujours été loyal dans mes engagements, mais je vous amène jusqu'au bout, jusqu'à ce que je constate que ça sera impossible de cohabiter. En ces moments-là, la morale et l'éthique m'indiquent que, je vous l'ai dit, en face pour le moment, je suis toujours à la majorité présidentielle. Il y a d'autres qui ont eu à le faire, hein, comme un peu le G7, on le voit, ils ont haussé le temps. Vous estimez que ce n'est pas encore le moment, il faut donner encore une chance. Non, je crois que la démocratie, c'est la gestion des contradictions, madame. Et moi, je suis habitué à débattre, à gérer les discussions, des problèmes, des questions, et à trouver des réponses. Même si, bien entendu, il y a des actes peut-être qui peuvent énerver, qui peuvent bousculer la conscience. Mais je crois qu'il faut être permanent, constant, patient, et surtout persévérant. Voilà. Contradiction, on a toujours reproché à la majorité de ne pas accéder, laisser libre cours justement à cette contradiction. C'est un peu le règne d'une pensée unique. Le chef dit et on dit Amen. Je crois que ça a été quand même à la base du départ de G7. Est-ce qu'on peut parler librement? Est-ce que les contradictions sont de mise quand même au niveau de la famille présidentielle? En fait, je ne sais pas. Moi, je pense que ça dépend de l'attitude de chaque acteur politique, parce que nous avons beaucoup plus des acteurs politiques qui sont flatteurs et qui veulent amadouer les chefs et qui ne veulent jamais dire certaines vérités aux chefs. Et ce sont ceux-là qui disent pensée unique. Mais moi, j'ai eu à participer à quelques réunions organisées par les chefs de l'État. En tout cas, je ne me suis pas gêné de prendre la parole et de poser les problèmes, tels que, avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup de doigté, mais avec beaucoup de courtoisie. Et des problèmes choquants, où j'ai dit au chef de l'État, et les chefs m'écoutent religieusement et ils me donnent une réponse. Et vous n'avez pas subi les foudres du chef, comme certains le présentent? Je crois que non. Au contraire, moi je me pensais que si je devrais subir la foudre du chef, je n'allais pas être nommé, parce que quelques temps après, je crois, 2 semaines après, j'ai été nommé PCA, l'Office congolais des contrôles. Et donc, je suis comme cela. Et partout où j'étais, c'est comme ça que j'agis, quand je pense qu'il y a des choses que je dois dire, pour aider les chefs, parce que celui qui vous aime, il doit vous dire, vous faire entendre des choses même amères. Et moi, c'est comme ça que je suis, madame. Mais j'ai constaté que l'ensemble de la classe politique congolaise est hypocrite. Voilà. Mais surtout au niveau de il y a eu le G7, mais il y a eu tout récemment ce mouvement-là de regroupement des partis politiques de la majorité présidentielle extra-parlementaire quand même, qui a été très mal jugé au niveau de la famille du chef de l'État. Vous, comment vous saluez l'initiative de ceux qui pensent qu'ils ne sont pas tellement pris en compte? Je vous indique, madame, que les amis, moi-même je suis extra-parlementaire aujourd'hui, et
je vous indique qu'officiellement, c'est moi qui conduis les extra-parlementaires, élus par les extra-parlementaires. C'est vrai qu'il y a eu un comportement que nous avons estimé pas trop responsable de la part du bureau politique qui a pris des mesures pour qu'on ne puisse pas développer ces courants au niveau de la majorité présidentielle. Ben oui, parce qu'il y a une charte quand même. Vous créez une dissidence et vous voulez qu'on vous Non, non, laisse non, faire. on ne crée pas une dissidence. Moi, je vous ai dit que la démocratie, c'est la gestion des contradictions. Il faut que les idées... Mais au sein de la famille, pas en Oui, créant madame, une dissidence. oui, on n'a pas créé une dissidence. Et effectivement, les amis se sont peut-être très très mal comportés parce que lorsque j'ai géré les extra-parlementaires, vous n'avez pas dit qu'il y avait des extra-parlementaires qui faisaient des grognes. Et quand je vous ai dit que je participais à ces rencontres du chef de l'État en tant que représentant des extra-parlementaires, c'est tout à fait vrai qu'il existe des partis qui gênent les autres au niveau de la majorité présidentielle, qui créent de frustration, comme je l'ai dit. Mais je crois qu'il y a des fois, le linge est sale, il faut le préparer, il faut le laver au sein de la famille. Surtout qu'en ces moments où il y a tellement trop de problèmes, il ne fallait pas peut-être prendre des positions qui fragiliseraient la majorité présidentielle. Par contre, moi j'ai demandé au secrétaire général, par écrit, une lettre, pour lui demander rapidement de demander au chef de l'État de convoquer une réunion, une assemblée de tous les signataires de la charte de la majorité présidentielle. Ouais, ça tarde, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas encore accédé à votre demande. La contradiction, elle n'est pas vraiment de mise hein, dans votre famille. Hein. Non, je voudrais indiquer que, madame, quand on a des responsabilités au sommet de l'État, on a un agenda qui très souvent me paraît très compliqué, tout en indiquant que je fustige cette lenteur. Moi, je ne l'appelle même pas lenteur. Je dis cette volonté peut-être délibérée de la part de certains et compatriotes, surtout les membres du bureau politique, qui arrivent quelque part à séquestrer le débat. Ce n'est pas les chefs de l'État, parce qu'il existe un bureau politique où doit se débattre toutes ces questions. Les vrais problèmes, les bureaux politiques ne font pas la restitution aux autres partis qui ne font pas partie de la majorité présidentielle. Je ne vois pas qu'il faut incriminer directement le chef de l'État. Le chef de l'État, il est, tout en étant l'autorité morale, mais il est le chef de l'État de la République et des opposants et les autres. Donc il a un agenda d'État qu'il doit privilégier que l'agenda de la majorité présidentielle. Par contre, il y a des animateurs qui devraient animer cette majorité présidentielle. Et en même temps, parce que vous avez parlé de certains partis politiques qui ont tendance quand même à séquestrer ou à monopoliser le débat au sein de la majorité, il faut admettre qu'on ne peut pas traiter tout le monde de la même façon. Il y a des poids lourds dans la famille présidentielle, ceux qui ont beaucoup plus de députés que d'autres et qui ont droit, j'allais dire, à une part de lion, à une part beaucoup plus importante que d'autres. Madame, je voudrais... Ils n'ont apporté peut-être pas grand-chose à la majorité, si ce n'est leur personne. Non, non, je voudrais indiquer, madame, que dans la majorité présidentielle, il y a ce qu'on appelle les personnalités politiques qui n'ont rien apporté par rapport aux partis politiques, qui cherchent au bureau politique. Qui mieux peut être considéré comme personnalité politique un chef d'un parti? Madame, moi qui vous parle. Non que je suis président d'un parti, mais j'ai assumé des responsabilités que certains n'ont jamais assumées. Au niveau de ma communauté, je suis représentant légal adjoint. En charge des institutions, j'étais secrétaire général là, de la communauté islamique, madame. Qui de ces personnalités ou des chefs de parti qui peut avoir les assises que j'ai? Qui, madame? Attendez, madame. On sent la frustration quand même. Bon. Vous êtes en train de gérer, mais oui. Vous allez éclater. Non, je ne vais pas éclater, madame, parce que je suis serein, j'aborde les questions avec sérénité, parce que je suis un homme d'État, madame. J'ai assumé des responsabilités. 6 mandats à l'Assemblée nationale, j'ai été ministre, j'ai été administrateur. Donc je ne peux pas me comporter comme des va-t-en-guerre, comme des politiciens par procuration. C'est ça le problème. Mais j'indique que ce que j'ai dit, je l'écris et je dépose, j'envoie des textes. Pour dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez des députés que vous devrez vous en passer à la majorité présidentielle. Vous avez des députés, vous faites partie de ce que j'appelle moi la majorité parlementaire, qui est totalement différente de la majorité présidentielle. La majorité présidentielle, ce sont ces hommes, ces femmes, qui ont accepté d'accompagner les chefs de l'État en tant que candidats indépendants. Ouais. Et ça fait 2 fois qu'il l'a fait quand même. Et qu'il a gagné grâce à ça. Parce que si le chef de l'État avait fait foi à un seul parti, il irait comme candidat de ce parti. Donc j'indique très clairement que c'est cet alibi fallacieux qui a fait que la majorité aujourd'hui soit fragilisée. Ah, voilà. Vous reconnaissez, il n'y en a pas beaucoup hein, qui reconnaissent la majorité, je le dis aussi off the record quand même, la majorité, en vous entendant parler,
devient une nébuleuse, carrément. Un monstre à plusieurs têtes, là. Voilà, ça finira par éclater un jour. Non, madame, je crois que la majorité reste unie. Les divergences peuvent y avoir lieu au sein de notre organisation, mais nous sommes les regroupements le mieux disciplinés. Aujourd'hui, en fait, il y a le rassemblement. Attendez, madame. Non, au niveau de l'opposition, il y a une synergie qui se crée. Non, madame. Une opposition qui est en train de se... Ce sont des intérêts qui sont en train, de se phagocyter, madame. C'est aussi ça la politique. C'est un combat de positionnement qui n'a rien à voir avec la politique au vrai sens de terme. Politique attend science, politique attend art. Non, madame. Mais l'opposition, madame, c'est un cocktail Molotov. C'est un mélange. Au moins, la majorité, c'est une nébuleuse. Non, madame, je ne crois pas. La majorité peut avoir des caillements à son sein. Mais ce n'est pas une nébuleuse parce qu'elle a quand même une direction politique unique. Mais regardez aujourd'hui, c'est telle dynamique, opposition, machin. Non, il y a le rassemblement avec un comité de sages conduit de main de maître. Mais à côté, vous le sphinx de l'IMT. On sent quand même ce souci d'organisation. On tend peut-être vers la bipolarisation. Hein, non, qui madame, sait? Ça n'arrivera pas lorsque je sais les comportements des acteurs politiques congolais qui aujourd'hui se battent. Et pour entrer dans le gouvernement, dont les buts manifestes, c'est gonfler les poches. Et je vous dis que l'alliance va imploser dès que le gouvernement va sortir. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura des frustrés qui vont claquer la porte à cette opposition-là. Non, je crois que l'opposition ne constitue pas un modèle idéal. C'est vrai, la classe politique congolaise a des très sérieux problèmes dans son ensemble. Nous devrons arriver un jour, effectivement, à cette bipolarité, mais pas dans les circonstances d'aujourd'hui ou dans sa composition d'aujourd'hui. Qu'on voit par exemple les démocrates entre eux, les républicains entre eux. Mais aujourd'hui, allez voir, c'est comme j'ai dit, c'est un cocktail Molotov. Vous avez les intégristes d'une part, vous avez les extrémistes de l'autre part, vous avez soi-disant les sociodémocrates, vous avez les républicains, vous avez les libéraux. Ça fait un mélange indigeste, madame. Et c'est pourquoi ça ne peut pas évoluer. Ça ne peut pas évoluer. On va voir si ça ne peut pas évoluer. Sur fond des différents accords qu'on a eus, la majorité a eu à signer les 2 accords. Là, je parle de l'accord dit du 10 octobre de la Cité de l'Union africaine, mais également de l'accord dit de la Saint-Sylvestre autour de la Cinco. De 2 accords, selon vous, Moussa Kalema, qui est le meilleur accord, j'allais dire, comme ça. Il n'y en a pas, madame. Il n'y a pas un meilleur accord, parce qu'un accord n'a jamais été meilleur, parce qu'il y a toujours quelque part à redire. Mais là où il y a plus à redire, c'est dans quel accord? Dans quel accord? Je crois qu'il y a beaucoup de choses à redire avec l'accord de la Cinco. D'abord, vous voyez comment ils peinent à mettre sur pied les modalités pratiques de mise en œuvre de cet accord. Et puis c'est curieux quand on parle de désaccord, madame. Parce qu'il me semble que l'accord de la Cinco devrait être le prolongement de l'accord de la Cité de l'Oya. Quand j'entends l'entendement, lorsque je vois, madame, quel gâchis, quand je vois tout ce qu'on a dépensé comme l'argent pour organiser cette affaire de l'Oya. Non, c'était quand même pour faire plaisir à Kodjo aussi. Hein. C'est pas pour faire plaisir à Kodjo. Kodjo s'était entêté quand même. Madame, il a laissé les groupes, les poids lourds pour aller avec. Non, madame. Juste pour se faire bonne conscience. Madame. Quand... Il en est des négociations âpres pour arriver à pondre un dialogue. Rappelez-vous de toutes les consultations que le chef de l'État a fait. Rappelez-vous de tous les voyages qu'une délégation de la majorité et ses Kodjo ont fait vers l'Europe pour aller rencontrer des compatriotes. Et à ce moment, il y a un groupe qui disait pas question d'avoir une médiation nationale. Madame, l'argent qu'on a dépensé, vous savez, c'est plus de 10 millions dans cette affaire. Ah, mais dans la Cinco, on n'a rien dépensé, c'est du gratos. Je ne parle pas de la Cinco. On a dépensé à la Cité de l'Union africaine, et on a eu un accord à peu près. Voilà. À la Cinco, c'est du bénévolat. Exactement, madame. Pour l'intérêt du pays. J'aurais aimé qu'effectivement, qu'on commence avec cette, si vous voulez, cette filière, la Cinco. C'est dès le départ, les amis qui refusaient que les Congolais n'avaient pas de capacité de mettre les uns les autres autour de la table,
Alors que la Senko s'était déjà proposé pratiquement à cette médiation. Si on l'avait fait, on aurait évité les gaspillages d'argent et beaucoup plus surtout la mort d'homme. Madame, il y a eu mort d'homme. Vous savez, moi ce qui me touche davantage, c'est cette facilité avec laquelle, cette légèreté avec laquelle nous parlons des morts d'hommes. On banalise. Non, parce qu'il y a eu de l'autre côté des gens qui ont tiré, qui ont voulu réduire Madame, le silence, ça ne les dédouane, droits des gens. Ça ne dédouane personne de ses responsabilités. Moi, j'indique que... Si on avait pu laisser ces personnes s'exprimer librement, on n'aurait pas pu avoir ces morts. Non, je voudrais que vous êtes de la presse, madame, que vous fassiez les choses avec objectivité, parce que les choses ont été présentées telles que... Lorsque on a commencé déjà à casser, aucun pouvoir sérieux ne peut laisser que cela se continue. Parce que l'un des devoirs des acteurs politiques que nous sommes, c'est d'aiguiser les sens civiques, de développer en nos jeunes l'esprit de respect des biens communs. Parce que les biens communs, madame, c'est les biens de tous, c'est sacré. Lorsqu'on commence à casser, les pouvoirs ont les devoirs, n'est-ce pas, de mettre terme. Face au casse, c'est la mort. À cette affaire. Non, madame, je voudrais indiquer très clairement que les jeunes qui étaient chauffés en blanc, instrumentalisés, tout en condamnant la réplique cinglante de la police. Mais je voudrais indiquer qu'ils étaient préparés, et aussi c'est de l'opposition, à commettre des meurtres, madame. Parce qu'on a commencé à compter les morts avant que la police n'intervienne avec beaucoup de rigueur. Moi, je condamne tout cela, je ne dédouane personne. Tant que je condamne fermement l'opposition, je condamne avec rigueur cette riposte de nos forces de défense, non, de sécurité ou de l'ordre. Donc je les condamne, mais j'indique très clairement que les désaccords sont des accords problématiques. Si on était des sérieux, si on était conscients comme... D'ailleurs, c'est là où j'ai dit que Mouting avait raison de dire que nous sommes dans un pays des inconscients. Parce que, regardez, au jour d'aujourd'hui, tout le monde fait des courbettes devant la Senko. Pourquoi? Vous avez voulu d'abord qu'on tue les hommes? C'est des concessions, ça s'appelle des concessions. Non, non, les concessions, on pouvait les faire même à l'époque, madame, et on éviterait les morts. Non, mieux tard que jamais. Qu'à cela ne tienne, mais je dis que gouverner, madame, c'est prévoir. Quand vous voulez assumer des responsabilités de l'État, vous devrez avoir l'attitude d'anticipation. Si vous n'avez pas cette capacité, ne prétendez pas prendre des charges de l'État. Et le chef de l'État avait déjà cette vision-là. Bien entendu. Il a anticipé les choses. Il a anticipé les choses. Personnellement, dans certaines chaînes, j'ai martelé, j'ai dit à nos amis de l'opposition, parce que tout ça sont des amis. Ce sont des gens avec lesquels j'évolue depuis l'Union sacrée. J'ai discuté avec beaucoup d'entre eux pour leur dire, monsieur, vous ne voulez pas que les élections soient organisées dans ce pays. Parce que si vous voulez, allons autour de la table. Tant qu'il n'y aura pas de tour de table, c'était déjà prévisible qu'il n'y aura pas d'élection. Et les opposants le savaient. Et la majorité le savait. Mais on a voulu tout simplement arriver à cette étape pour que le partage des gâteaux occupe la première position des débats. Parlons de ce partage de gâteaux, parce que ce qui est sur l'accord du 18 octobre ne compte plus. Hein. Ça y est, c'est oublié. Maintenant là, on parle d'arrangements particuliers au niveau de la Senko, pour par exemple la mise en place d'un gouvernement dit de large union nationale. Qu'est-ce que vous pensez? D'abord, on va arriver au gouvernement par rapport d'abord à l'inclusivité, parce que c'est le concept fait rage. J'ai dit l'inclusivité n'a pas été respectée, que ce soit dans l'accord de l'OIA que celui de la Senko. Je vais vous donner des cas, je vais illustrer ça par des exemples. Lorsque le chef de l'État entreprend l'idée, construit cette idée, il lance des consultations. Il les reçoit qui? Les forces politiques et sociales. Dont les forces politiques, il a réussi tout le monde. Et ceux qui sont au pouvoir, ceux qui sont au gouvernement, et même ceux qui ne sont pas dans les institutions. Du côté de la société civile, il reçoit qui? Les confessions religieuses. Et j'ai dit, les grands cultes, il y en a 4, ils n'ont pas ajouté le 5e, meilleur apostolique. Et ça, c'est sur l'ordonnance présidentielle. Vous avez les catholiques, vous avez les protestants, les gumbanguistes, les musulmans et le meilleur apostolique. Et vous avez bien entendu les ONG, les droits de l'homme, les ONG de développement, des femmes, j'en passe. Si on voulait de l'inclusivité, dans chaque compartiment de ces composantes, on devrait avoir 2 représentants. Je vous donne un cas typique, le cas des musulmans. Ils n'ont pas été représentés. Madame, ils représentent aujourd'hui plus de 10% de la population congolaise.
dans ce pays. Mais ils ne sont pas là-bas. Vous pensez que c'est pas fait? Vous vous sentez marginalisé? Madame, c'est pas moi, parce que vous savez, moi je suis un battant, moi en tant qu'individu, en tant qu'intellectuel, en tant que politique, je me vois. Mais j'ai dit, oui, ils se sentent frustrés. Ils se sentent frustrés parce que, en tant que tel, je suis chargé des institutions et de forces vives. Je reçois ces associations, je reçois ces imams. Oui, ils se sentent frustrés. Nous ne sommes pas les seuls. Il y a d'autres. Donc, il n'y a pas d'inclusivité. Les extra-parlementaires de la majorité n'ont pas été pris en compte. Dieu merci, il y avait Atundu. Mais là, c'était au niveau de votre organisation Voilà, interne. c'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Et même au niveau de l'opposition, il y a eu cette fissure. Une opposition qui accepte de venir et une autre qui a refusé de venir. Donc, l'inclusivité était mise à mal. Et en même temps, on ne pouvait pas avoir tout le monde. En même temps, on ne pouvait pas avoir tout le monde, mais en même temps, on pouvait avoir la représentation de tout le monde. L'inclusivité n'est pas l'unanimité, comme voilà. disent certains. C'est une représentativité. Si c'est à 70%, c'est déjà bon. Oui, madame. Vous connaissez les Congos, comment on essaie de récupérer les situations pour créer des crises. Vous savez, moi, la crainte que j'ai dans ce pays, lorsqu'on doit aborder les problèmes de ce pays, si on veut vraiment liquider les crises, il faut examiner toutes les causes. Et pour la plupart des cas, c'est l'exclusion qui a toujours été la justification même de ceux qui prennent des armes. J'aurais aimé qu'on mette sur la table tous les partis politiques en règle avec le ministère de l'Intérieur. Il y en a plus de 400 et quelques. Plus de 400 et quelques, les ministères de l'Intérieur reçoit les rapports, les rapports de partis qui ont pignon sur rue, qui ont des sièges. Et surtout qu'il y a des doublons aussi dans ces partis. Les doublons du point de vue de la loi ne peuvent pas exister. En réalité, voilà l'assainissement que le pouvoir devrait faire. Donc, prendre toutes ces forces politiques, les mettre ensemble, madame. Si vous voyez, vous faites la sommation des gens qui ont participé dans ces dialogues, on peut considérer qu'on était déjà à 500. Si vous prenez 400 partis politiques et vous prenez ça de la société civile, vous avez un dialogue, c'est comme l'Assemblée nationale. Ça éviterait des hommes de prendre prétexte au jour d'aujourd'hui, de changer de cap ou de prendre, parce que dans ce pays, quand on veut devenir fort, on menace, on insulte ou on prend des armes. On pouvait éviter ces choses-là, madame. Il n'y a pas eu d'inclusivité. 5 ans, c'est la même chose. À 5 ans, c'est encore plus. Encore une fois de plus, il y a des composantes qui ne se retrouvent pas dans cette affaire. Non, c'était pour parler direct entre ceux qui ont pris part au dialogue de l'Union africaine. Le reste, voilà. Soit vous vous alignez derrière l'un ou l'autre. Mais madame, vous sentez que malgré la course, ça fait plus de 14 jours qu'on les met en baraille. On est bloqué. Non, non, je crois que la meilleure façon de faire, comme je vous ai dit, il faut anticiper. Moi, si j'étais consulté, j'ai proposé cette idée au chef de l'État. Pour éviter que demain, les gens trouvent des prétextes, mettons tout le monde autour de la table. Ça vous évite, madame. Vous savez, lorsque un problème se pose dans la société, il ne faut pas reporter les solutions, madame. Quand vous reportez les solutions, l'atmosphère se charge de frustration. Non, on ferait mieux d'anticiper les solutions, d'anticiper les crises quand même. Par exemple, par rapport aux élections, on aurait dû anticiper les choses, faire bien les choses avec le gouvernement précédent pour finalement qu'on ait les élections quand même. On est passé à côté d'une alternance historique au lieu de commencer à penser aux solutions alors qu'on devrait anticiper au niveau de... J'indique qu'il y avait trop de paramètres, madame, qui ont compliqué l'organisation des élections. Est-ce que ça n'a pas été fait sciemment? Oui, diront certains, ils diront que ça a été entretenu, monté de toutes pièces. Je ne peux pas faire un procès d'intention parce que je ne suis pas entré dans les guerres des uns et des autres. Mais je me dis qu'il y a eu beaucoup de manœuvres dilatoires de la part des uns et des autres. Et notamment de nos amis de l'opposition aussi. Et du gouvernement, hein, et bien entendu, qui n'a pas donné les moyens. Quand je parle de part et d'autre. Qui n'a pas financé la CENI. Oui, madame, vous comprenez d'abord que les élections devraient être commencées à préparer dès le jour où les institutions entrent en place. On n'a pas pu, parce que vous comprendrez qu'on a eu des problèmes avec la CENI de Ngoï Mulunda. Il fallait d'abord l'évacuer. Et pour qu'on arrive à évacuer Ngoï Mulunda, on a eu des problèmes. On allait donner de l'argent à qui? On allait donner l'argent à ce monsieur qui était décrié par même nous-mêmes de la majorité présidentielle. Je trouverais ce gouvernement irresponsable. Il fallait attendre
une nouvelle direction. Et pour que la nouvelle direction de Malo soit mise en place, ça n'a pas été facile. Vous êtes journaliste, vous le savez. Et lorsqu'elle est mise en place, elle fait des propositions concrètes d'organiser ces élections. Vous savez, je ne reviens pas sur ce débat. Et donc tout le monde ne voulait pas des élections parce que tout le monde n'était pas prêt. Et j'indique très clairement, d'autant qu'on écrimine la majorité, d'autant l'opposition n'était pas prête parce qu'il n'y avait personne. Est-ce qu'on le saura d'ailleurs? Attendez, madame. Il n'y avait personne qui avait le moyen d'affronter les élections présidentielles. Mais est-ce qu'on le saura un jour? Parce que c'est l'argument que certains brandissent. Est-ce qu'un jour on sera prêt à organiser ces élections pour l'alternance? Nous devons le faire, nous devons y arriver parce que dans notre combat, vous savez, ce que je n'ai pas dit, madame, moi je suis de l'école des musées. Je suis un des pionniers des musées Laurent Désiré Kabila, le tout premier président des CPP dans cette ville, qui a coordonné les CPP de toute la ville de Kinshasa à l'époque des musées. Je suis un résistant qui a organisé la résistance, la fameuse résistance de la Tchambou, notamment des Massina. Et donc, il y a eu mort de personnes pour que la démocratie arrive dans ce pays. Oui, nous arriverons à l'organiser. Il faut maintenant arriver à mener ces combats et à saisir la classe politique. C'est ce que nous devrons faire. Et je crois qu'on arrivera à organiser des élections dans les échéances. Dans les échéances telles que fixées par le dialogue de la Cinco, certainement avec un gouvernement qu'on attend, qu'on espère qu'il sera là, sauf que les jours passent. Bientôt c'est la fin du mois de janvier. Il restera que quelques 11 mois pour l'organisation de ces élections. Quel gouvernement, quel type d'homme devrions-nous avoir pour réussir cette mission dite impossible? Madame, le problème, ces hommes, c'est ces hommes-là que j'ai recherché Platon. En plein jour avec une lampe en train de chercher l'homme. Mais tu cherches les hommes, ils sont nombreux. Il dit non, je cherche l'homme. Malheureusement, ces hommes sont rares parce que je dis, nous sommes devant une classe politique prédatrice. Et ça fait très mal. Parce que c'est un problème d'éthique. Beaucoup de gens n'ont pas l'éthique, n'ont pas le sens de responsabilité. Et en principe, on devrait avoir une équipe licite de personnes compétentes, mais qui ont une certaine dimension d'éthique et de morale. Malheureusement, ça pose véritablement un problème. Si j'étais consulté, j'aurais demandé qu'on n'ait pas un gouvernement des politiciens. J'allais conseiller qu'on puisse avoir un gouvernement des technocrates, des fonctionnaires de l'État. Ah non, on l'a eu avec Matata. Attendez, madame. On l'a eu avec Matata, des technocrates. Non, madame. Et on a vu le budget qui nous a laissé 3,5 milliards. C'est quelle conception? Non, Matata, lui, soi-disant. Le technocrate que le gouvernement Matata, il n'y en avait pas. Le gouvernement Matata n'était pas technocrate. Ce que vous n'avez pas compris, c'était un gouvernement éminemment politique, mais avec un technocrate à la tête. Madame, dans un gouvernement où il y a des chefs de parti, et vous êtes un simple militant. Matata n'était qu'un simple militant d'un parti. Logiquement, il ne pouvait pas être Premier ministre pour gérer des chefs de parti. Et voyez-vous, en dépit de sa finesse dans certaines choses, mais je vous assure qu'il avait affaire à des politiques. C'était des chefs de parti dans ce gouvernement. Donc c'est faux de dire c'est un gouvernement des technocrates. Moi j'indique, si nous voulons qu'on organise des élections impartiales et à chance égale, donnons les gouvernements à des technocrates qu'on peut tirer, bien entendu, de manière consensuelle, pour que tous les acteurs politiques se mettent d'accord sur les personnes à prendre dans la fonction publique, dans la magistrature à nommer. On aurait, madame, écarté les suspicions, on aurait facilité beaucoup de choses. Et aussi, si j'étais dedans, vous acceptez d'être gouvernant pendant la transition, vous ne postulez pas. Pourquoi ils ne mettent pas des garde-fous? Mais il y a des garde-fous, il faut avoir 37 ans, il faut être licencié, c'est déjà bon pour peut-être pour le Premier ministre. On est en train de mettre des garde-fous. Non, madame, ça c'est pas, madame, il y a un gouvernement qui madame, ce n'est pas des garde-fous, madame. On est en train de travailler. Non, madame, ça c'est un critérium qu'on est en train de définir, l'étoffe de la personne qu'on veut voir gouverner. Madame, je dis bien les garde-fous consistaient à dire, nous ne devrons pas privilégier certaines personnes pour qu'aujourd'hui, en entrant au gouvernement, nous savons comment le pays se gère. Ils vont saigner à blanc le finance. Ils vont saigner à blanc, madame, les finances. Je vous dis, des personnes de notre façon de voir les choses sont rares. Je suis nommé ministre, madame, mais mon cabinet est composé, mon directeur de cabinet n'est pas de chez moi, j'ai des conseillers qui ne sont pas de chez moi, j'ai 6 conseillers, sur les 6 conseillers, j'ai au moins 6 provinces à représenter.
Ça n'existe plus dans ce pays-là. Non, surtout à l'Assemblée nationale, non. Quand Mais pas à l'Assemblée. Ces femmes, enfants, pas à l'Assemblée nationale, madame, dans les cabinets ministériels et comme dans les établissements publics, comme les entreprises publiques. C'est des tribalismes. Regardez même la composition du gouvernement Badibanga. Si vous n'avez pas, vous n'appartenez pas dans les clans ou bien dans la tribu de chef de file de cette composante. C'est vrai ça. Madame, regardez, je fais... je regarde, je vois pas, expliquez-moi. Vous voulez que je vous dise, oui, madame? Oui, on ne demande que ça. Madame, si je voudrais considérer, excusez-moi, mais je voudrais pas... Je voulais bien m'abstenir, mais je vous l'ai dit quand même. Il faut qu'on crève l'abcès. Qu'on crève l'abcès, madame. Regardez dans ce gouvernement. Vous allez voir que les grands chefs de file de ces composantes qui sont allés au dialogue de l'OIA, c'était nos amis. Excusez-moi de vous froisser de l'espace linguistique swahiliphone. Et c'était les lobaphones. Et c'était en deuxième position, bien entendu, les chefs de file, c'était les ngalaphones. Et vous allez vous rendre compte, madame, qu'il y a 57% des membres du gouvernement. Et les Bas-Congo. Attendez, madame. Si je peux non, non, les Bas-Congo, l'espace congophone, à lui seul, madame, il n'a que 11%. Ouais, en même temps, les congophones, madame, mis ensemble, ils ont que 7 ministres. Mais en même temps, ils n'ont que 2 provinces. Attendez, madame. Mais je vais vous indiquer que l'Équateur, c'est une seule province, l'espace. Maintenant, là, c'est 4, 5. Non, madame. L'espace Équateur, c'est. Dans l'ensemble. Bon, c'est pour vous dire qu'en fait, et vous allez voir, moi, j'analyse des choses froidement. Il faut que nous ayons une nation comme celle rêvée par Mosée. Et c'est pourquoi il a mis en place les systèmes de services nationaux de manière à casser la nation ethno-tribale. D'accord. On va très bientôt terminer, juste pour vous dire, je le disais tout à l'heure, à 11 mois des élections, telles que prévues par la SYNCO, est-ce qu'on va y arriver? Si on a la volonté politique, on peut y arriver, mais je doute. Je crains. À moins que le peuple soit vigilant, cette fois-ci, et que ce soit une vigilance qui soit bonne, et tout azimut, que pression soit exercée sur les gestionnaires de cette transition, de manière que chaque mois, obligation soit faite au gouvernement de nous dire ce qu'il a affecté comme montant pour l'organisation des élections. Chaque mois, publiquement. Qu'un conseil des ministres se tienne à la fin de chaque mois pour nous dire autant, et que la CENI passe à la télévision pour nous dire voilà, l'argent est en train, les chronogrammes de versement de fonds sont respectés. Si on ne les fait pas, madame, je crois qu'il y aura cette fois-là pas un dialogue, il y aura une révolution dans le pays. On espère qu'on n'arrivera pas jusque-là. Merci quand même d'avoir été de notre ce soir. Merci téléspectateurs. Je sais que vous étiez très nombreux à nous suivre, surtout à retrouver le député national honoraire et ex-vice-ministre du Travail, président du parti de Vertu républicaine PVR en sigle, Moussa Kalema. Merci encore une fois de plus. Merci. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos remarques, vos suggestions. On sera toujours là pour vous en attendant. Donc, vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la première télé interactive en République démocratique du Congo et pourquoi pas en Afrique centrale. En attendant la rediffusion de cette émission, c'est déjà ce lundi à 11h. Au revoir et bonsoir chez vous.